Bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous sommes en cette période d'enregistrement la veille du congrès de l'Union paysanne à Québec au domaine Mézeray. Nous recevons Dominique Lamontagne, un habitué du plateau, pas du plateau, mais du plateau d'LVA TV. J'essaie. Qu'on voit de temps en temps ici. On t'était déjà vu pour ton livre La femme impossible. Là, tu viens demain, Dominique, au congrès de l'Union paysanne pour faire une conférence sur le véganisme. Et on aurait voulu, en fait, que tu nous éclaires un peu sur cette patente-là. Parce qu'on sait maintenant que depuis le 1er novembre, dans plusieurs pays, c'est la journée des véganes. C'est nouveau, ça? Oui, ben en fait, c'est pas nouveau dans la mesure où ça fait longtemps que ça chauffe. C'est une allocution d'une trentaine de minutes que je fais. Donc, c'est justement un tour d'horizon de ce qu'est le véganisme, c'est-à-dire parce que le véganisme, c'est plus que le végétalisme. Le végétalisme, c'est le régime alimentaire qui se passe de protéines animales, qui se passe aussi d'aliments qui sont produits par les animaux comme le lait, comme le véganisme, c'est pas de chien et pas de chat non plus. Là. Le véganisme, en fait, le véganisme, c'est aucune utilisation quelconque de ce qu'ils qualifient, eux, comme un animal, c'est-à-dire un être vivant qui est doté de sensibilité. Mais dans la catégorie des êtres vivants dotés de sensibilité, moi, demain, je vais expliquer que je considère que le continuum des êtres vivants, de l'amibe à Einstein, a, d'après moi, autant de valeur, puis qu'il faut, en fait, s'assumer en tant que l'immaculée digestion n'existe pas. Il faut s'assumer en tant que preneur de vie au niveau de notre alimentation. Oui, mais est-ce que le mouvement vegan est si important que ça au Québec, dans le monde? Je sais qu'on a vu des articles, que nous avez transféré des articles du Figaro ces jours-ci qu'on a lus attentivement. Je pense même quand on parle de Solveig Alloin, qui est la porte-parole du collectif Boucherie Abolition en France. Ouais. Chez Thierry Ardisson, elle a comparé la consommation de la viande à l'Holocauste. Là, mais est-ce qu'on est encore sur Terre là, quand on est là? Ben, en fait, c'est que moi, il y a eu devant l'abattoir du Charme une manifestation là, antispéciste. Donc, ces gens-là se réclament d'abord. C'est parce que là, tu as la branche de l'éthique animale qui est devenue populaire. C'est une branche de la philosophie dans les milieux universitaires. Tu as beaucoup d'auteurs au Québec qui s'expriment en la matière. Tu as des quotidiens qui en parlent. Puis la façon dont ils en parlent, je trouve ça un peu innocent. C'est comme si c'était correct, finalement, qu'on se seuvre de la protéine animale, alors que pour moi, c'est d'une injustice criante que de dire aux gens, peu importe vous êtes où, peu importe votre contexte technologique, géographique, financier, vous pouvez vous passer de la viande. Alors que moi, je prétends que c'est quand même élitiste de dire que les gens ne mangent que ce qu'ils choisissent. J'ai l'impression que, même au Québec, si on veut faire preuve d'une certaine intelligence alimentaire, il faut faire des choix qui sont aussi dans la foulée d'une agriculture réfléchie, durable, résiliente, qui a une empreinte écologique raisonnable, puis qui nous permet de rêver une espèce d'autonomie alimentaire, qu'elle soit immédiate, partielle, totale, mais ce qui, moi, finalement, la raison pour laquelle j'en parle demain, c'est que je considère que ce mouvement-là porte un préjudice énorme aux paysans qui se tuent à vanter les mérites d'une agriculture à petite échelle, raisonnée, écologique, puis qu'on dit à ces gens-là que vous élevez de la viande au pâturage dans une ferme polyproductrice, quelques poulets, quelques bœufs, quelques cochons, vous êtes aussi dans l'erreur, autant dans l'erreur que les grands élevages intégrés, puis... OK. Toi, vous faites la distinction, en fait encore une fois, entre les grands élevages et les petites productions hors quota, même si le hors quota est très minime, en fait, au Québec, puisqu'il n'existe quasiment pas. Ouais. Mais, en fait, le véganisme est un mouvement libre, en fait, que chacun soit végane. Chacun a le droit d'être végane. Absolument. Le danger du véganisme, c'est peut-être quand ça devient une sorte de prosélytisme, en fait. Ben c'est ça, c'est que c'est une attaque, finalement, sur un mode de vie dont ils ne comprennent pas, je pense, toutes les répercussions. C'est bien beau de manger du fromage, de manger du faux lait, de manger des fausses viandes, de manger du cachou, du soya, une variété de
protéines exotiques. C'est correct de boire un petit verre de vin rouge sans collage, mais de là à prétendre que ce n'est qu'un choix moral et éthique de la part de tout le monde, là, on va trop loin. Parce que je pense qu'il faut réfléchir aux façons de se nourrir. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que dans ce mouvement-là, qui est, grosso modo, c'est la branche de l'éthique animale, puis on parle de spécisme. Le spécisme, c'est comme le racisme, le sexisme, c'est d'attribuer à un ensemble de personnes des particularités qui font qu'on pourrait les traiter différemment. Donc, le spécisme, c'est de dire, ben les animaux, on peut les traiter différemment parce que ce n'est pas des humains. Puis eux, ils disent non. Donc, ils sont antispécistes. Moi, je suis ultra antispéciste dans la mesure où je crois que tous les êtres vivants ont le droit à la vie, mais qu'il faut à un moment donné manger, puis qu'on ne peut manger que des protéines. Il y a un grade en fait, entre l'humain et l'animal, en fait, ce que ne reconnaît pas les antispécismes. Mais est-ce qu'il y a un danger également de voir ce mouvement-là soutenu par des grandes multinationales? Parce qu'il y a un aspect de l'article du Figaro qui m'a surpris un peu. On y disait en fait notamment que les GAFA de ce monde, les multinationales, les Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, soutenaient l'agriculture cellulaire et donc soutenaient l'agriculture cellulaire, soutenaient les développements des robots, et qu'ils étaient peut-être eux-mêmes consciemment à l'origine de tous ces mouvements-là. Qu'ils soient consciemment ou inconsciemment, c'est certain que le mouvement vegan appuie des initiatives comme Perfect Day avec le faux lait, les viandes synthétiques, mais le problème, c'est le même problème qu'avec Monsanto puis les semences brevetées. Si on se met à breveter le lait qu'on boit, à breveter les viandes qu'on mange, la place du paysan est rendue où? Qu'est-ce qui arrive si cette multinationale-là disparaît? Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on réfléchit des fois au paradoxe d'être complètement abonné et dépendant de quelqu'un pour son alimentation, que si jamais il faut se retourner de bord puis passer à d'autres choses, qu'est-ce qu'on fait? J'entends, moi, l'expression cheval de Troie, que ces technologies-là de viande de laboratoire puis de lait de laboratoire, parce qu'il ne faut pas se le cacher, des bioréacteurs, c'est des équipements extrêmement dispendieux il n'y en a pas de version là, en bois dans une petite grange, sur une petite ferme là, à échelle humaine. Là. C'est des grandes corporations qui encore là viennent s'approprier le vivant, puis les véganes, les adultes, ces gens-là. Donc, moi, je voudrais juste voir une espèce de télé-réalité où finalement, on met une gang de paysans d'un bord, une gang de véganes de l'autre côté, puis qu'on essaie de voir comment les deux se débrouillent pour se nourrir. Là, ils vont nous dire, ben oui, mais on n'est pas dans ce contexte-là. Mais moi, je dis, c'est pas parce qu'on n'est pas dedans immédiatement qu'on n'a pas le droit d'y réfléchir, puis qu'on n'a pas le droit de dire que ce n'est pas éthique que de prétendre que ce n'est qu'un choix innocent. Deux dernières questions, Dominique, qui vont sortir un petit peu du monde vegan. Je vais quand même vous parler de Louis Robert, parce que je ne voulais pas en parler finalement, parce que vous m'avez dit que vous n'avez pas eu le temps de regarder tout ce qui s'était... j'ai lu en surface. Vous avez lu en surface dans les médias généralistes, puis c'est sûr que vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir complètement le sens de cette affaire-là. Mais vous m'avez ouvert une porte en disant tout à l'heure, c'est comme l'histoire de Monsanto, les pesticides, etc. Ouais. En fait, c'est quoi vous, toi, on se voit, je ne sais plus trop, mais c'est quoi ta lecture de l'affaire Louis Robert dans ce que tu en as vu dans les médias généralistes? Cette ingérence au sérum, elle est réelle? C'est le rôle de qui? C'est les privés? Je veux dire, sans avoir lu assez pour pouvoir dire un tel a raison, un tel a tort, un tel ment, un tel dit la vérité, c'est certain que dans tous ces environnements-là, comme j'en entendais parler ce matin aussi dans ton entrevue avec M. Plourde, Martin Plourde, je pense, c'est que c'est sûr qu'il y a des préoccupations. Moi, j'appelle ça les agendas cachés. C'est-à-dire qu'on dit une chose pour finalement s'en permettre une autre qu'on ne veut pas nécessairement exposer au grand jour. Moi, j'appelle tout le temps ça le bal des vampires, là, le film de Polanski où tu as les deux pas vampires qui valsent, puis là, devant le miroir, il y a juste ceux qui apparaissent, puis là, tu te sens mis à jour, puis moi, je me sens constamment
un peu dans cette position-là d'avoir à dire ce qui, je pense, est le véritable enjeu dans les dossiers agricoles. Je me considère comme une espèce de sonneur d'alarme, malgré le fait que je n'ai pas d'emploi à perdre, puis je n'ai pas d'allégeance politique nécessairement. Mais il semble que c'est plus facile d'être sonneur d'alarme sans emploi. Ben c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a des intérêts cachés. Je ne sais même pas s'ils sont si cachés que ça. En général, c'est ce qu'un journaliste fait. Hein. Il va chercher finalement les motivations. Souvent, ils disent « follow the money trail », où va l'argent. Puis je veux dire, je sens évidemment que les préoccupations des gens dont on parle ici sont autres que la santé du public. Je veux dire, c'est des intérêts monétaires qui gouvernent ces gens-là. Là. Le dernier point que j'aimerais aborder, on sait qu'il y a un nouveau livre qui s'en vient dans les prochains mois, là, suite à La Ferme Impossible, en fait, mais là qui va être plus un manuel, un guide, dont tu peux nous dire. Vas-tu aborder la loi de la protection du territoire agricole dans ce livre-là et de quelle façon tu l'abordes? Oui, ben en fait, c'est un guide sur l'élevage du poulet de chair, de la poule pondeuse puis de la chèvre laitière. Donc, c'est une approche, c'est une méthode qui est la mienne, mais qui est celle de beaucoup d'autres gens. Donc, je traduis même des textes américains. Je suis allé chercher beaucoup de collaborateurs pour donner aux gens toute l'information. La première étape de ça, c'est le cadre législatif. Donc, alors que je l'abordais dans La Ferme Impossible pour montrer à quel point c'était impossible de faire de l'agriculture, dans le guide, j'explique aux gens ce à quoi ils vont avoir à faire face, puis ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Donc, ça passe des cotisations de l'UPA au permis du MAPAC. Puis, il y a une section sur le zonage. Dans le zonage, j'aborde la CPTAQ puis la LPTAQ, la loi puis la commission. Puis, je suis allé lire un peu. Évidemment, c'est souvent les histoires de morcellement qui rendent la vie difficile aux plus jeunes puis aux moins bien nantis. Puis moi, à Sainte-Lucie-de-Laurentides, je suis en zone blanche. Donc, moi, ce que je propose aux gens, c'est une voie d'évitement, comme d'habitude. Puis c'est au lieu d'aller se battre en zone verte pour avoir le droit de faire autant d'agrotourisme que de polyproduction, avoir à s'arracher un petit lopin de terre quelque part, je dis aller en zone blanche. L'élevage hors sol est parfaitement possible là. L'élevage en serre est possible là. Et puis... Tu es en train de nous dire finalement que la solution face à une loi qui serait selon toi trop rigide, ce serait de dire on contourne la loi, on va dans des zones qui ne sont pas régies par la loi. Oui, bien c'est ça. Puis c'est ce que j'aimerais qu'il soit possible aussi au niveau du hors-quota puis de toutes ces autres lois-là. Or, l'UPA, elle, se réserve le droit de régner même en zone blanche. Donc, moi, ce que j'aime avec la zone blanche, c'est que l'hôtel de ville a un certain pouvoir. Tu peux aller demander une dérogation. Ils peuvent discuter avec toi. Tu peux dire, j'aimerais avoir tant de poulets, tant de poules, tant de cochons. Ils peuvent dire, bon, OK, on va en parler aux voisins. Et donc, c'est sur mesure que ça se déploie, la loi, dans une municipalité. Donc, ils peuvent même supporter une demande de zonage vert d'une partie de la municipalité, sauf que les pertes des taxes sont moins contents. Mais moi, je n'ai pas de problème avec le remboursement des taxes foncières, c'est-à-dire de ne pas l'avoir en contrepartie d'une liberté certaine, d'avoir les coûts des franches au niveau d'une agriculture différente. Mais l'agriculture sur petite surface, je pense, peut se faire un peu partout au Québec. Mais au niveau de la CPTAQ... En respectant les quotas, puisque jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'il y ait un changement avec la Régie des marchés dans les prochaines semaines, c'est toujours sans poulet. Ben c'est ça. Ou sinon, ça peut être 3 émus, une bufflonne, puis 14 pintades, là, mais pour ça, il faut que tu vendes tes produits, puis là, c'est là où ça devient moins drôle d'aller dans l'exotique. Donc, absolument, il faut que ça change. Puis, ce qui est drôle, c'est quand tu regardes les règlements municipaux, les unités animales sont fonction de la taille de ton terrain. Et puis, moi, je pourrais avoir une quantité d'unités animales qui explose, évidemment, les seuils de hors-quota. Mais ça, c'est dans le respect de la quantité de phosphore déposée, dans le respect de l'écologie de la chose. Donc, la logique... Il y a une logique environnementale qui dicte des chiffres, je pense, raisonnables pour l'élevage, mais après, il y a l'espèce d'histoire du hors-quota qui dépasse l'histoire de la gestion de l'offre. D'ailleurs, c'est les plans conjoints, le nœud de la fête. Le problème. Dernière petit commentaire, je reprends une question. On a su que le ministre Lamontagne avait récemment fait un visionnement au MAPAC du film La Ferme et son État et que tu y es très présent. Ça fait un petit velours, ça fait quoi? Ben, ça fait que... Petit velours, je veux dire,
ce que je raconte là-dedans, j'espère que ça fait du sens pour lui. Moi, j'espère le rencontrer à un moment donné pour justement, juste que quelqu'un finalement, depuis La Ferme Impossible, personne ne m'a jamais expliqué ce qu'il y avait d'irrationnel puis ce qu'il y avait de pas d'allure dans ma prétention qu'on devrait avoir une espèce d'agriculture artisanale qui est parallèle au statut de producteur agricole où les besoins puis les demandes ne sont pas les mêmes. Donc, j'espère que ça démontre qu'il y a une curiosité chez lui qui ne me semblait pas y avoir du côté du ministre Lessard. Donc, je veux dire, on croise les doigts. Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir une zone parallèle. On ne veut pas débarquer qui que ce soit. On veut exister à côté d'eux. Puis je pense que ça, c'est juste démocratique puis légitime. Là. Merci, Dominique.